Bonjour à tous. Voilà, je me présente. Je suis le docteur Moumen Mostafa, chirurgien dentiste libéral. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est intitulée Hayat Smile, qui est créée par mon épouse et en même temps mon assistante, et qui m'a demandé de faire un petit aperçu sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc, je vais essayer de vous parler de l'hygiène bucco-dentaire d'une manière succincte, mais assez complète pour pouvoir que tout le monde puisse en profiter. Bien, la première des choses on va commencer par se poser une question. Je pose la question: à quoi servent nos dents? Nos dents, à quoi servent-elles? Dans l'esprit de chacun, ça vient la première fonction, et la deuxième et la troisième même. Bien, nos dents remplissent trois fonctions. Ils servent à trois fonctions principales. La première des fonctions et la primordiale, car elle est vitale, c'est manger. Elles servent à manger, donc à se nourrir, et c'est le premier chaînon pratiquement de la digestion. La digestion, c'est nos dents qui préparent le bol alimentaire avec la salive. Ils préparent le bol alimentaire pour être ensuite avalé et transite par l'œsophage jusqu'à l'estomac. Donc c'est la bouche, donc les dents, le travail des dents, c'est la première étape de la digestion alimentaire. Deuxième fonction principale aussi, qui est parler, la phonation. Nos dents servent à parler. Et sans nos dents, on ne peut pas prononcer correctement certaines syllabes, comme le feu, le ve, le se, le s, etc. Ça, donc parler, être audible, les dents contribue beaucoup disons, à prononcer correctement les mots, et donc les syllabes et les mots. Malgré qu'on pense que malgré que le son vient de la vibration des cordes vocales qui est sont vibrées par l'air qu'on expire ou qu'on inspire, et le jeu de tous les muscles et la langue pour prononcer les mots. Mais les dents contribue donc à la compréhension et à la prononciation correcte des mots. Bien, la troisième fonction des dents, c'est le sourire. Avoir un sourire, d'abord c'est agréable pour soi-même, agréable pour l'entourage, et dans la société, il est primordial d'avoir un beau sourire, que c'est plus agréable de voir quelqu'un avec un joli sourire que quelqu'un avec des dents dans tous les sens, ou carriées, ou sales. Donc c'est un élément social très important. Voilà les trois fonctions. Je récapitule pour qu'on n'oublie rien. Donc les trois fonctions de nos dents, c'est manger, parler et sourire. Et apprendre l'hygiène, parler de l'hygiène bucco-dentaire, il est important de faire un rappel anatomique de la dent, de l'organe dentaire. Donc, ce rappel, ce n'est pas quelque chose en plus ou en trop, c'est ça qui va nous amener à comprendre pourquoi on est amené, et il faut qu'on prenne soin de nos dents. Donc un rappel anatomique, il est primordial, est important. La dent, c'est quelque chose qui n'est pas d'emblée fini. C'est une évolution à partir de la vie intra-utérine, de la vie embryonnaire, jusqu'à l'âge adulte. Les dents évoluent. Et à chaque stade de la vie, nos dents sont plus ou moins différentes.
Et ils ont une certaine particularité, par exemple l'émail des dents, l'émail, ce qui recouvre la partie travaillante de la dent, l'extérieur. L'émail dentaire, c'est pratiquement le produit biologique de notre corps qui est le plus dur et le plus fini. C'est-à-dire, il ne peut pas, par exemple, il peut pas, s'il est cassé ou autre, il ne peut pas cicatriser. Il n'y a plus de cellules vivantes dans l'émail, c'est un produit fini. C'est très important cette notion que je vous dis. Donc la dent, je vous montre un peu le schéma ici, même là, si on fait une coupe dentaire d'une dent, on voit que la dent, et ça c'est une molaire, une molaire inférieure, et là avec ses deux racines, on voit que la dent elle est faite en deux parties. D'abord une partie visible en bouche, celle-là, c'est la couronne dentaire, et une partie qui est cachée dans l'os et la gencive, qui sont les racines. Donc la couronne dentaire et les racines, ou la racine si c'est une monoradiculée. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle souvent le nerf, mais il n'y a pas un nerf à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la pulpe. La pulpe dentaire, c'est un tissu parenchymateux, c'est-à-dire une organisation comme la peau, comme certains tissus, beaucoup de tissus de l'organisme. Cette pulpe, elle contient bien sûr des cellules, des vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux sanguins, il y a des artères, des artérioles, des veines et même un réseau lymphatique. Et ensuite viennent les nerfs. Il y a des petits nerfs qui circulent, enfin qui sont dans la pulpe. Tout ça, ça s'appelle la pulpe dentaire. Ce n'est pas uniquement un nerf. Non, c'est tout un ensemble. C'est très important. Donc, entre la pulpe, elle est dans la dentine. Alors, vous voyez, la couronne dentaire, elle est constituée à l'extérieur de l'émail. À l'intérieur, la pulpe, en dessous de l'émail, il y a la dentine. La dentine qui elle est prolongée jusque pratiquement dans les racines. Et à l'intérieur de cette dentine, à l'intérieur des racines, donc il y a la pulpe de la chambre pulpaire, et c'est dans la chambre pulpaire, c'est la partie coronaire, et la pulpe radiculaire qui est dans les racines, c'est la pulpe radiculaire. Et tout ça est planté dans l'os alvéolaire, et le tout recouvert par la gencive, l'os et la dent. Et entre la dentine radiculaire et l'os, ce n'est pas une soudure. Il y a ce qu'on appelle un desmodonte. C'est un tissu comme un petit hamac, pas virtuel, mais tout fin, qui relie la dent à l'os. Voilà ce rappel anatomique. Et même ici, la racine, l'os alvéolaire, la pulpe, les gencives, et sur une coupe de dents naturelle, on le voit un peu plus clairement ici. Voilà, ce rappel anatomique est très important pour comprendre la suite. Donc je poursuis un petit peu cette introduction qui paraît longue, mais elle est nécessaire. Après un rappel de ce qui sert nos dents, l'anatomie dentaire, et je vous ai parlé un peu de l'évolution des dents. Évidemment, chez l'être humain, à la naissance, on n'a pas des dents, en principe. Et c'est pour ça que le système mandicateur, ou le système dentaire, bucco-dentaire, il est fait de telle manière qu'il évolue avec la nécessité de l'âge. À la naissance, les bébés, ils n'ont pas de dents. Donc, ils ont une nourriture
à base de lait. Donc, ils tètent leur mère ou le biberon ou l'équivalent, mais c'est une nourriture liquide. Puis, petit à petit, elle est plus ou moins épaisse pour arriver après à la nourriture solide. Il y a une évolution et une adaptation des dents en fonction de l'âge. À la naissance, donc, en principe, on est sans dents. Qu'il n'y a que vers l'âge de 6 à 12 mois, ça dépend des personnes, chacun a son évolution, 6 à 12 mois, il apparaissent les incisives centrales. Souvent, c'est les incisives centrales temporaires ou dents de lait, qu'on les appelle aussi, en bas, inférieurs, qui apparaissent les premiers. Alors là, quand ils apparaissent les deux premières ou la première dent, on voit le bébé qui bat avec tout ça, et ça crée une petite inflammation ou pas. Et tout le monde est content de voir que la petite dent arrive, la petite ratoune chez le bébé arrive, on la touche avec le doigt ou avec une petite cuillère. Tout le monde est content que la première ou la seconde dent de lait arrive enfin. Donc entre 6 et 12 mois. Ensuite, vers l'âge de 8 encore à 13 mois, il y a l'évolution, c'est les incisives latérales qui apparaissent. Après, c'est vers 12 ou entre 12 et 19 mois, c'est les premières molaires temporaires. Les premières molaires temporaires, dents de lait toujours. Et vers l'âge de 16 à 23 mois, c'est les canines des dents de lait qui apparaissent. Et que vers entre 23 mois et 30 mois qu'il apparaissent les deuxièmes molaires de lait. Alors, cette évolution, il y a deux termes spéciaux à retenir. Souvent, on dit denture ou dentition. La différence entre dentition et denture, la dentition, c'est une évolution. Donc, le bébé, entre la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, il est en dentition, il y a une évolution. Et à l'âge de 3 ans à peu près, tout le monde a ses dents de lait. Il y en a 10 en bas et 10 en haut. Et on parle, à ce moment-là, c'est fini la dentition, on parle de denture. Denture temporaire ou denture de lait. Donc, cette différence, je tiens à le dire parce que souvent, on confond dentition et denture. Bien, alors sur cette diapo, il y a deux images. Il y a une image qui montre, c'est un modèle en fait, sur lequel est inclus des modèles de lait, de dents de lait et des dents, enfin une évolution. Donc là, il y a en même temps des dents définitives, et en même temps des dents de lait, et on voit aussi l'évolution des futures dents définitives. Donc à ce stade, où il y a un mélange aussi, là, on n'est plus en denture temporaire, ou denture de lait, mais on est en dentition mixte. Alors ce qu'on appelle une dentition mixte, il y a en même temps les dents de lait, les dents définitives et les autres, c'est un peu l'âge de la pagaille, il y en a qui tombent, il y en a qui sortent, et on appelle ça aussi donc une dentition mixte, parce que c'est un état évolutif, il n'est pas statique. Sur le second diapo ici, on voit une panoramique dentaire. Alors une panoramique dentaire, c'est une radio qui montre pratiquement tout le système mandicateur de toutes les dents avec les mâchoires en haut et en bas. Là par exemple on voit ici c'est une dent définitive, c'est la dent de 6 ans qui sort vers l'âge de 6 ans, on l'appelle d'ailleurs la dent de 6 ans, il y en a 4, 1, 2 et de l'autre côté 2 aussi, une en haut et en bas. Juste derrière, on voit des molaires qui sont en évolution. Ces molaires, c'est les deuxièmes molaires et ils sortent vers l'âge de 12 ans. Pardon.
ces dents-là, les deuxièmes molaires, sortent vers l'âge de 12 ans. Et on voit qu'à côté, il y a des dents de lait qui sont plus ou moins évoluées. Par exemple, cette canine de lait ici, on voit qu'il n'y a plus de racines. Elle est prête à partir pour laisser la place à la canine définitive. Là, c'est pareil. Et on voit que la deuxième molaire temporaire, elle a plus de racines que les autres. Donc, elle va rester un peu plus pour laisser. Et le système, il est très bien fait. Tout ça pour s'adapter au fur et à mesure des besoins et l'âge. Car qui dit âge, il y a aussi une évolution dans le volume du corps. Les mâchoires grandissent et les besoins aussi grandissent pour la mastication, pour se nourrir. Donc, vous voyez comme ici, comme je vous disais, c'est une dentition, un mélange de dents de lait, une dentition mixte, mélange de dents de lait et de dents définitives. On voit même ici derrière en haut des germes des dents de sagesse, des futurs de sagesse qui sortent que vers l'âge pratiquement à partir de 17-18 ans, vers l'âge adulte. Voilà. Très bien. Voilà, on a fait déjà un petit chemin ensemble. Donc maintenant qu'on connaît un peu à quoi servent les dents, comment ils sont faites les dents et les différentes évolutions des dents, on va voir la fonction de chaque groupe de dents. Quelle est la fonction des dents? Chaque groupe de dents, à quoi ça sert? Par exemple, on a en haut et en bas 4 incisives en haut et 4 incisives en bas, 2 centrales et 2 latérales chaque fois. On a 2 canines en haut, 2 canines en bas, au maxillaire et au mandibule. Et on a 4 prémolaires. Une petite parenthèse sur les prémolaires. Les prémolaires définitives, quand elles sortent, elles remplacent les molaires de lait. Car les molaires, les premières molaires définitives, elles ne remplacent aucune dent. Elles sortent directement vers l'âge de 6 ans. Alors que les prémolaires, on en a 4 en bas et 4 en haut. Les prémolaires, ils remplacent les molaires de lait. Donc, il y a 4 prémolaires et on a, à l'âge adulte, pratiquement 6 molaires en bas et 6 molaires en haut, avec la dent de sagesse, bien sûr, qui paraît plus tard. Alors, chaque groupe de dents, il a une fonction principale. Les 8 incisives, 4 en haut et 4 en bas, les 8 incisives, qu'on montre le chemin ici, les 8 incisives, elles servent à couper, à inciser. Inciser, donc à couper. Les 4 canines, les 2 en haut et 2 en bas, ils servent à déchiqueter. Ils ont une force pour déchiqueter. Les 8 molaires, quand on a la chance de les avoir toutes, car souvent les dents de sagesse, on les enlève parce qu'il n'y a pas assez de place, l'évolution humaine est ainsi faite. Donc les 8 prémolaires et les 12 molaires du système indicateur servent à broyer, à écraser. Voilà, c'est les fonctions principales. Les incisives pour couper, pour inciser, les canines pour déchiqueter, les prémolaires et les molaires pour broyer. Voilà la fonction principale de nos dents. Je viens de parler de la fonction de chaque groupe de dents. Et juste un petit rappel aussi qu'en denture temporaire, denture de lait, il y a 10 dents en bas et 10 dents en haut, 10 maxillaires et 10 mandibulaires, et ce qui fait 20 dents temporaires. Voilà la denture temporaire. Et à l'âge adulte, quand on a la chance d'avoir toutes ces dents, il y a 32 dents. Il y a 16 dents en haut, 16 dents maxillaires et 16 dents mandibulaires. Voilà, c'est juste un petit rappel. Bien, continuons un petit peu notre investigation en acheminant vers l'hygiène, l'hygiène bucco-dentaire. Vous voyez, il faut pas mal de rappels pour comprendre l'hygiène plus tard. Alors, toutes ces dents qu'on vient de voir,
donc les dents temporaires, les dents définitives, leur évolution, etc., peuvent tomber malades. Que ce soit les unes ou les autres, elles peuvent tomber malades. Et pourquoi? On va se demander pourquoi ils tombent malades. Et quelle est la principale maladie des dents? Ben, vous la connaissez. La principale donc maladie des dents, c'est la carie. La carie, c'est une maladie. Et on va voir le pourquoi du comment. Alors, on a parlé un peu de tout ça, donc on chemine un petit peu toujours vers l'hygiène bucco-dentaire. Et il me paraît essentiel de parler donc de la carie et qu'est-ce qui provoque la carie. Tout d'abord, on n'est pas égaux devant cette maladie. Il ne fait pas de carie qui veut. Donc, sur un schéma, je vais vous montrer un peu, c'est le schéma qu'on appelle le schéma de Keyes. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu pour que la dent ou les dents puissent se carier. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le terrain. Le rang un peu violet ici, ce qu'on appelle le terrain qui intervient. Donc, est-ce qu'on est apte à faire des caries ou pas? Donc, on n'est pas égaux. Donc, là, génétiquement, notre corps fabrique donc des dents qui sont susceptibles de se carier facilement ou pas. Il y a des personnes qui sont plus résistantes que d'autres vis-à-vis de la carie. Il y a certains qui disent « moi je ne me brosse jamais les dents, je n'ai jamais de carie ». Bon, c'est rarissime, mais ça arrive. Et pourquoi d'autres qui se brossent bien et se nourrissent bien et malgré ce finissent par avoir des caries? Ça, c'est la génétique en premier lieu. Génétiquement, on n'est pas égaux devant ce fléau qui est la maladie de la carie. Le deuxième facteur qui peut influencer donc l'apparition des caries, c'est l'alimentation. Ce rond jaune, c'est l'alimentation. Donc, selon notre alimentation, elle peut provoquer des caries ou pas. Donc, il y a le terrain, qui est génétique, l'alimentation, qui est un apport extérieur, et un troisième facteur, qui est la plaque dentaire. C'est très important. Qu'est-ce que c'est la plaque dentaire? La plaque dentaire, on la confond souvent avec le tartre. Non, ce n'est pas du tartre. La plaque dentaire, c'est ce qui reste là, une pellicule fine, une fine couche d'aliments qui reste après manger. Chaque fois qu'on mange, il y a du reste d'aliments broyés, très fins, et qui restent collés aux dents. Et c'est ce qu'on appelle la plaque dentaire. Et souvent, on l'appelle aussi la plaque bactérienne, parce que cette plaque dentaire, elle n'est pas neutre, elle n'est pas faite que d'aliments ou de restes d'aliments qu'on mange, mais elle est envahie de microbes, donc de flore buccale, la flore buccale qui des microbes qui vivent avec nous ou des microbes apportés par l'extérieur. Il y en a un tas. Il y a plusieurs espèces même. Et donc la plaque bactérienne, elle peut influencer aussi l'apparition des caries et on verra comment. Je rajouterai à ces trois facteurs, donc le terrain, l'alimentation, la plaque dentaire, je rajouterai un quatrième élément qui n'est pas ici. Ah si, il est là. C'est le temps, le facteur temps. Le facteur temps, il joue un rôle important, très important dans l'apparition de caries. Le facteur temps, c'est quoi? C'est appliqué à l'alimentation et appliqué à la plaque dentaire surtout. Appliqué au terrain, pas tellement. Donc, si tout ça réunit une mauvaise alimentation qui favorise la carie, une plaque dentaire qui reste trop longtemps et un terrain favorable aux caries, et bien il y a apparition des caries. Et on verra par la suite sur quel domaine on peut agir nous.
Est-ce qu'on peut agir pour éviter la carie? Est-ce qu'on peut agir sur le terrain? C'est très difficile, génétiquement parlant, on ne peut pas tellement agir là-dessus, à part, je dirais à part, entre parenthèses, administrer dans certaines régions où les eaux qu'on boit, les eaux potables qu'on boit, ne sont pas assez fluorées, on peut administrer des eaux fluorées ou des comprimés de fluor pour les jeunes enfants pour renforcer justement l'émail parce qu'il n'y a pas assez de fluor ou on influence peut-être un peu le terrain, mais en principe on n'a pas trop d'action sur le terrain. Par contre l'alimentation, c'est un apport extérieur, donc on peut agir là-dessus. On peut agir là-dessus comment? En choisissant notre alimentation et on va voir comment l'alimentation peut influencer aussi ça. On peut agir aussi sur la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est ce qui reste après manger. Donc pour éviter la carie, par la plaque dentaire, il suffit d'éliminer la plaque dentaire, la plaque bactérienne, c'est la même chose. En éliminant la plaque bactérienne, on diminue le risque de carie. C'est clair. Et on peut agir aussi sur le facteur temps. Moins la plaque bactérienne reste en contact avec l'émail, avec les dents, moins il y a de risque de carie. Vous me suivez? Oui, c'est parfait. L'alimentation aussi, le facteur temps, on peut agir là-dessus. Le facteur temps, c'est en respectant les horaires de repas, par exemple. En déjeunant le matin, on prend le petit déjeuner, on ne mange plus, on grignote plus entre les repas jusqu'à midi et on mange. Ça, on peut agir le facteur temps sur l'alimentation. Donc, on peut agir pratiquement sur les trois facteurs ici plus facilement que celui-là pour éviter l'apparition des caries. Donc, je viens de parler du schéma de Keyes et tous les facteurs qui peuvent intervenir dans l'apparition de la carie. Et on va voir un peu plus en détail un de ces facteurs qui est primordial et qu'on peut agir beaucoup plus facilement que les autres. La plaque bactérienne. La plaque bactérienne, comme vous voyez ici sur cette diapo, une personne qui a une hygiène plus que insuffisante, une catastrophe. La plaque bactérienne, la plaque dentaire, c'est des résidus alimentaires qui restent après le manger et qui pullulent de microbes, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et ben, on va voir un petit peu le manège qui peut, disons, se passer au microscope au niveau de cette plaque et surtout à la jonction donc, entre l'émail de la dent et cette plaque dentaire ou la plaque bactérienne. Voilà, d'abord, on va parler un peu rapidement sans trop de détails, mais c'est essentiel à comprendre. Si vous comprenez ça, alors là, vous comprenez tout le reste et l'hygiène bucco-dentaire n'aura aucun secret pour vous. Alors, suivez-moi. Souvenez-vous de la plaque bactérienne. Hein? On vient d'en parler. La plaque bactérienne ou la plaque dentaire, c'est la même chose. Il contient des bactéries, des microbes, de différents microbes, mais essentiellement des bactéries. Alors, suivez-moi. Souvenez-vous de la plaque bactérienne. Hein? On vient d'en parler. La plaque bactérienne ou la plaque dentaire, c'est la même chose. Il contient des bactéries, des microbes, de différents microbes, mais essentiellement des bactéries. Et on va voir ces bactéries, qu'est-ce qu'ils font avec leur repas préféré, c'est-à-dire les glucides, le sucre. Ah, le sucre. On parle beaucoup de sucre et des dents et des caries. Et là, on y arrive. Là, sachez que les bactéries, ça schématique, c'est comme ça un peu méchant, les bactéries utilisent les glucides contenus dans la plaque microbienne ou la plaque dentaire et ils se nourrissent de ces glucides, de ce sucre qui reste
et que c'est un sucre presque sucre simple, puisqu'il est passé par la salive, etc. Les bactéries vont l'utiliser pour se nourrir et vont engendrer des déchets. Et ces déchets, les déchets bactériens, c'est des acides, entre autres des acides. Il y a production d'acides. C'est une notion très importante. Bactéries plus glucides contenus dans les aliments, le sucre contenu dans les aliments, dans la plaque bactérienne, égale production d'acides. Donc, microbes, plaques bactériennes, glucides, fabrication d'acides. Et l'acide, et l'acidité en général, c'est le pire ennemi de l'émail. L'émail, quand il est en présence d'acide, il peut être détruit. Et c'est ça qui attaque l'émail. Ce n'est pas des microbes avec des dents, ni avec des marteaux-piqueurs, ni selon beaucoup de schémas, mais c'est ces acides-là, les acides produits par les microbes, qui attaquent l'émail. Il n'y a pas que les acides des microbes. Tout ce qui est acide peut attaquer l'émail. Donc attention à l'acidité, et on va en parler après. Donc un milieu, même un milieu buccal acide, c'est dangereux pour l'émail. Quelqu'un qui ingère beaucoup de produits acides, c'est dangereux pour l'émail. Quelqu'un qui a du reflux gastrique acide, c'est dangereux pour l'émail. On voit des personnes, malheureusement, qui ont un problème de reflux de l'estomac vers la bouche, et c'est cet acide gastrique qui remonte vers les dents, et ils ont des dents dans un état des fois lamentable. Et c'est très dangereux donc pour les dents. Bien, alors ces acides que je viens de vous parler, quand il y a répétition de ces attaques acides, que ce soit par les microbes, que ce soit par un apport extérieur ou par reflux intestinal, enfin gastrique, il y a voilà ce que vous voyez dans ce schéma. Quand les attaques acides sont trop répétées, les dents peuvent développer cette maladie appelée la carie. Et ça peut arriver comme là, à une personne très jeune. Regardez l'état de ses dents. Et là, pareil. C'est la carie. C'est l'acide qui amène à ça. Et plus il y a des caries, plus les dents retiennent des aliments, plus les bactéries se régalent, et plus les dégâts sont énormes. C'est pas joli. Bon. Alors, on poursuit un petit peu notre petite investigation pour arriver à l'hygiène. On découvre qu'est-ce que c'est la carie. Alors, la carie, c'est la maladie principale des dents, bien sûr, et provoquée par les attaques acides. La carie, il y a des stades dans la carie. C'est une maladie évolutive. Et à chaque stade, si on ne fait rien, elle évolue vers un stade plus grave. Et ça va aller beaucoup plus loin, comme je vais vous le montrer. En général, en odontologie, donc dans l'art dentaire ou les études odontologiques des chirurgiens dentistes, on distingue le stade 1, le stade 2, le stade 3 et le stade 4. Qu'est-ce que c'est le stade 1 de la carie? Donc, c'est un début, c'est le début de la carie. Le stade 1 de la carie, c'est l'atteinte uniquement de l'émail. Quand l'acide attaque l'émail, le détruit, mais ça reste au niveau de l'émail. Ça, c'est le stade 1, le stade premier de la carie. Donc, on parle de carie de l'émail. C'est une carie qui n'est pas sensible. Même si on boit du chaud froid, on ne la sent pas. Si on met du sucré dessus, on ne la sent pas. De l'air non plus. C'est stade 1, c'est l'émail. Parce que l'émail ne contient pas de terminaison nerveuse, tout simplement. Par contre, il peut y avoir une petite transmission, disons, thermique, parce que l'épaisseur de l'émail est amoindrie à ce niveau-là. Donc, le stade 1 de la carie. Le stade 2 de la carie, c'est la carie qui a évolué
qu'on n'a pas soigné, qui a évolué et qui est arrivé à la dentine. C'est le stade 2 de la carie. Donc l'émail et la dentine. Mais encore à ce stade de la dentine, on ne sent pas grand-chose spontanément, sauf si il y a quelque chose qui la provoque. Par exemple, le sucre qui rentre dedans, ou le chaud, ou le froid. On sent une petite douleur, mais qui disparaît aussitôt qu'on enlève l'élément qui a provoqué cette douleur, cette sensibilité. Donc, c'est le stade 2 de la carie. Le stade 3, je vais schématiser ça. Le stade 3 de la carie, c'est la carie qui a évolué à travers la dentine et qui arrive jusqu'à la pulpe, au début. Donc, où elle provoque une inflammation de la pulpe. Souvenez-vous que je vous ai dit, la pulpe dentaire est un tissu avec des vaisseaux sanguins, des terminaisons nerveuses, etc. Donc, la pulpe, elle est atteinte, elle répond par une inflammation. Comme tous les tissus de l'organisme, quand il est attaqué, il y a une inflammation qui s'installe. Et cette inflammation qui va engendrer des sensibilités, des douleurs spontanées. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de chaud ou de froid, s'il y a de chaud ou de froid, alors c'est pire, mais elle peut être douloureuse sans qu'on ait rien fait. Il y a juste l'inflammation de la pulpe, elle n'aime pas ça, elle est en inflammation, rougeur, douleur, calor. C'est-à-dire chaleur, rougeur et douleur. Color, dolor, calor. Ça, c'est la définition de l'inflammation. Et les douleurs qui en suivent. Donc, à ce stade de la pulpe qui est atteinte, elle peut engendrer ce qu'on appelle la rage dentaire, c'est-à-dire une pulpite. La pulpite, une inflammation totale de la pulpe. Et là, ça fait très très mal, malheureusement. Et il n'y a que le dentiste qui peut faire quelque chose. Même les médicaments, des fois, ça ne l'arrête pas. Je vais résumer un peu ce que je viens de vous dire, les stades sur cette coupe de la dent. Il est assez bien fait, je trouve. Donc là, vous voyez cette petite tache sur l'émail, ça représente le stade 1 de la carie. Là, ici, un peu plus près, voilà, c'est l'atteinte de l'émail et de la dentine. Ça représente le stade 2 de la carie, voire même presque 3. Et là, c'est un peu la cata, c'est ce qu'on appelle le stade 4, mais on va le voir un peu plus en détail. Donc, les stades 3, on les a vus. Le stade 4, qu'est-ce que c'est le stade 4 de la carie? Là, le stade 4 de la carie, c'est quand la pulpe est gangrénée, carrément. Elle est attaquée, elle peut être partiellement ou totalement nécrosée. Si ça dépend des dents de pluriradiculaires, plusieurs racines, ou une seule racine, ou deux racines, l'évolution n'est pas toujours la même. Il peut y avoir sur une même dent des racines encore où la pulpe est toujours vivante et d'autres racines où la pulpe est déjà nécrosée, c'est-à-dire morte. Et cette nécrose de la pulpe, donc cette destruction du tissu pulpaire, va amener à ce que les microbes vont au-delà de la racine. Ils vont à l'apex. L'apex, c'est la pointe de la racine où rentrent les vaisseaux sanguins et les nerfs. Et c'est ça l'apex. L'apex. Donc, si les microbes arrivent à traverser et arriver jusqu'à l'apex de la dent, là, ils rentrent déjà dans l'organisme et ils sont dans l'os. Et ce qu'on appelle le stade 4, c'est vraiment cette infection qui peut provoquer un abcès local qui sort par la gencive, qui peut provoquer carrément une infection à distance. L'infection à distance, c'est-à-dire les microbes qui rentrent par la dent peuvent aller se loger sur les poumons, les reins, le système digestif, le cœur, ce qu'on appelle les oselaires, les infections cardiaques, et n'importe où, et les articulations. Donc ces microbes peuvent être... Pourquoi ils vont là-bas? Parce qu'il y a la circulation sanguine. La circulation du sang
elle ne passe pas que par un endroit et elle tourne. Non, des dents, elle passe de partout. Elle fait la révolution, donc elle fait le tour de l'organisme en passant par le cœur et tout le reste. Et ces microbes peuvent voyager à travers le flux sanguin, donc à travers les vaisseaux sanguins, et aller se nicher dans des endroits incroyables. Donc, ça peut provoquer des infections, voire même des septicémies, c'est-à-dire une infection généralisée, qui peut être plus ou moins grave. Les septicémies, déjà en soi, c'est grave. Et les infections que je viens de parler peuvent, disons, mettre en péril la vie de la personne à cause d'une infection dentaire. Bien, j'espère que je n'étais pas trop bavard, mais il faut continuer car c'est là où ça devient encore plus intéressant. Je vais quand même récapituler, c'est-à-dire revoir un peu les stades et vous dire en même temps qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade-là. C'est intéressant. Comme là le schéma le montre, le stade 1, la carie de l'émail, juste de l'émail, ça fait pas mal ni rien du tout. À ce stade-là, comme la coupe ici aussi le montre, et juste les sillons sur les dents, on voit juste un petit peu de noir dans les sillons, c'est le stade 1 de la carie. À ce stade-là, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. À la limite, la personne ne s'en aperçoit même pas, parce qu'il est insensible, elle ne retient pas tellement d'aliments, parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas du moins. Par contre, le dentiste, s'il y a une visite de contrôle chez le dentiste, il peut le voir. Et à ce stade-là, il peut le voir et le traiter en une seule séance, vite fait, avec les choses classiques et qui sont indolores. À ce stade-là, il n'y a pas de douleur parce que l'émail, il ne contient pas de terminaison nerveuse. Donc, à ce stade-là, juste un petit nettoyage de la cavité et un composite par-dessus et l'affaire est réglée. Donc c'est important d'aller voir le dentiste au moins une ou deux fois, on préconise 2 fois par an, mais au moins, je dirais une fois ou deux, à cause de ces problèmes. Et en plus, on va voir à quoi ça sert aussi la visite chez le dentiste plus loin. Le stade 2 de la carie. À ce stade-là, souvenez-vous que je vous ai dit qu'il y a sensibilité quand il y a présence de sucre, de froid, ou d'aliments froids ou chauds. Et cette douleur s'estompe dès qu'on arrête le stimulus, c'est-à-dire on arrête la chose qui provoque la douleur. À ce stade-là, c'est pareil. Il n'y a pas tellement de douleur. On peut nettoyer ça même sans anesthésie. Et s'il y a une petite douleur, on peut mettre aussi une petite anesthésie locale, vite fait. Et le traitement est pratiquement dans une même séance, nettoyage avec un fond de cavité ou pas, et un composite ou l'équivalent, et l'affaire est réglée. Donc, à ce stade-là, ce qui est important, c'est d'agir vite. Il ne faut pas laisser la carie faire son chemin. Il faut prendre les devants. Être préventif et pas curatif. Ok? Allez, on passe au stade 3 de la carie. Le stade 3 de la carie, il y a déjà la pulpe qui est atteinte. Et malheureusement, souvent, à ce stade-là de la carie, il faut dévitaliser la dent. Donc, les douleurs sont déjà présentes souvent. Et on met une petite anesthésie locale. On traite la dent, on nettoie toute la carie, on passe aux racines, on les nettoie, on les vide, on les désinfecte et on bouche tout ça avec des produits spéciaux qui ont pour but tout simplement de faire un parage, c'est-à-dire une barrière entre le milieu buccal qui est le milieu extérieur et au-delà de la racine des dents qui est le milieu intérieur de l'organisme, donc empêcher les microbes de franchir cette barrière et d'aller à l'intérieur de l'organisme par la dent. Alors, le stade 4, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'infection qui va au-delà de la racine. Ça peut provoquer des douleurs et des arthrites insupportables.
et que les microbes et ces infections peuvent atteindre le cerveau, le cœur, les poumons, toutes les articulations. Ils peuvent aller là où ils veulent, en fait, par le biais de la circulation sanguine. Du stade 4, il y a traitement, bien sûr, souvent on a recours à des antibiotiques pour empêcher que l'infection d'aller plus loin, désinfecter les racines si on peut, les désinfecter, les traiter et les remplir, les obturer par des produits spéciaux. Et ces produits, comme je le rappelle toujours, pour faire barrière, un barrage entre le milieu extérieur, le milieu buccal, et le milieu intérieur de l'organisme, empêcher les micro-organismes d'aller plus loin. Parfait. Jusque-là, vous me suivez. C'est bien. On a parlé donc de la carie qui est la principale maladie des dents. Maintenant, je vais vous parler de la maladie qui entoure les dents, le soutien des dents, donc de l'os et des gencives. Donc les gencives aussi peuvent tomber malades de plusieurs manières. Un rappel entre une gencive saine, comme on le voit, et une gencive malade. Une gencive saine, c'est une gencive qu'on dit qu'elle a, disons quand on la regarde de très près, et elle fait un peu comme la peau d'orange saine, un petit peu trouée et rose pâle, pas très brillante. C'est ça, une gencive saine, rose pâle avec des petits trous. Et comme vous le voyez ici, là je le montre dans ce diapo, une gencive saine, une gencive en peau d'orange, les dents bien propres, les limites sont bien nettes, le sulcus et les interstices sont propres. Ça, c'est une gencive saine dans une bouche saine. Une gencive malade, on le voit de suite. C'est une gencive où cet aspect peau d'orange disparaît. Il disparaît carrément, ça devient lisse. Et elle est plus rouge, plus gonflée. Si on appuie dessus, elle saigne facilement. Et, disons, à un stade un peu plus avancé, vous voyez, il manque d'hygiène totale. La gencive, elle souffre le martyre. C'est une catastrophe. Et le tartre et tout ça peuvent rentrer et se former en dessous et attaquer carrément ce qu'on appelle le sulcus, le tour de la dent, et provoquer des déchirements, des infections, des abcès, tout un tas de bazar. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé un peu de la maladie possible des gencives, ce qu'on appelle aussi les parodontites, les parodontoses, j'en passe les détails car chaque chose, chaque stade, etc., c'est pas pareil. Il y en a qui sont infectieuses, d'autres dégénératives, d'autres... je rentre pas dans ces détails. Mais les maladies donc, des gencives, comme les maladies d'ailleurs de l'os alvéolaire ou de l'os tout court, toute la cavité buccale peuvent tomber malades. En parlant des dents, des gencives et de l'os. Donc les dents et leur soutien, sans parler de toutes les muqueuses buccales, la langue, tout ça, c'est une autre histoire. Maintenant, je vais vous parler des comportements à risque. Les comportements à risque pour les dents et les gencives et tous les soutiens, le parodonte en général. Les comportements à risque sont en premier lieu le grignotage. Et on va voir pourquoi. Donc le grignotage, c'est-à-dire manger toute la journée, petit à petit, le grignotage, c'est très très mauvais pour les dents et pour la bouche en général, et même pour l'organisme, disons en général. Le grignotage. Aussi, les comportements comme le tabac, la consommation de tabac, c'est très mauvais pour la bouche et les dents. Et, le tabac, d'abord par la chaleur que ça amène dans la bouche, ça sèche les gencives et les muqueuses, et ils ne sont pas faites pour ça. Ensuite, tous les éléments qui sont contenus dans la cigarette, dans le tabac. Dans le tabac, il y a une multitude de produits nocifs pour l'organisme
qui sont de simples irritations à des produits cancérigènes approuvés. Donc le tabac, c'est très dangereux pour la cavité buccale, les dents et l'organisme en général. Les autres comportements à risque, c'est les piercings. C'est à la mode, on met des piercings là où on veut, sur la langue, sur les lèvres et tout ça. J'avoue que la première fois que j'ai vu un piercing sur la langue, j'ai fait un sursaut en arrière. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans cette bouche? Alors le piercing, c'est chacun son choix. Mais sachez que le piercing, il a une influence d'abord parce que c'est un corps étranger. Selon comment il est placé, il va taper sur les dents, qu'on le veuille ou pas, que ce soit sur les lèvres ou la langue ou sur le côté, sur la joue. Il va taper sur les dents et il va ou influencer le comportement de la gencive qui provoquerait des déchaussements ou des irritations ou autres, ou carrément dévier ou déplacer la dent. Car il ne faut pas oublier que les dents, ils sont là, ils ne sont pas plantés comme des clous dans un mur ou dans une planche. Ils sont là dans la mâchoire en équilibre entre deux gros groupes de force qui sont des groupes musculaires. La langue avec ses 17 muscles qui tendent à les pousser vers l'extérieur et tous les muscles de la face qui tendent à ramener les dents vers l'intérieur. Et ce que je vous dis, on ne peut le voir que dans des cas malheureusement exceptionnels où, par exemple, les personnes atteintes, que j'ai déjà vues malheureusement, atteintes de paralysie linguale, de la paralysie de la langue, j'ai vu leurs dents rentrer et ils s'inversent vers l'intérieur de la langue. À cause de quoi? À cause des muscles, la force que les muscles de la face exercent sur les dents. Donc, il n'y a pas cette force compensatoire ou compensatrice de la langue qui les maintient en équilibre entre la force des muscles extérieurs et la langue. Donc, nos dents sont en équilibre, pas statique, mais dynamique. Donc, le comportement à risque des piercings, il est connu. Donc, faites attention aux piercings et surtout où les placer et comment les gérer. La consommation de drogue. Alors là, il n'y a pas photo, c'est sans commentaire. La consommation de drogue, c'est dangereux pour tout l'organisme, y compris pour les dents. Consommation d'alcool aussi. Et aussi, certains comportements à risque pour les dents, ce n'est pas forcément mal dans l'ensemble, comme les sports, mais il y a certains sports qui sont assez violents et qu'il faut mettre un protège-dents pour les préserver, comme la boxe, le rugby, etc. Tous les sports où on risque de recevoir un choc violent au niveau de la cavité buccale. Donc, il faut se protéger. Donc, c'est les facteurs à risque. Et ces facteurs à risque, comme le montre un peu ici, par exemple, c'est quelqu'un qui, certainement, il y a du tabac, de l'alcool, voire peut-être la drogue, je ne sais quoi. Là, c'est certainement l'alimentation et l'hygiène qui n'est pas complètement absente. Là, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle des lichen plans, c'est des plaques blanchâtres sur les muqueuses buccales et qui sont provoquées par la consommation de certaines choses comme l'alcool ou des drogues ou le tabac, mais ça peut aussi arriver par des maladies telles que l'anxiété ou autres chez certaines personnes. Les piercings, c'est juste un exemple de piercing, mais j'en ai vu pire que ça. Et le piercing, ici par exemple, vous voyez, il est placé ici, il tape tout le temps sur ces deux incisives, et en particulier celle-là, qu'on voit clairement qu'il est en retrait par rapport aux autres, par rapport donc à la force que le piercing exerce sur cette dent en continu. Parfait, on a avancé pas mal déjà dans les choses que je viens de vous dire. Maintenant, tous ces malheurs qui arrivent à la cavité buccale, comment faire pour les éviter? Ah, is the question.
Donc la question, comment éviter tous ces malheurs, comment surtout être préventif pour ne pas arriver à ces stades. Comme le montre un peu cette diapo, que faire pour éviter tout ça? Les visites chez les dentistes. Même si on n'a rien, on ne sent rien, tout va bien, on croit qu'on a une bonne hygiène, c'est parfait, il faut aller au moins 1 à 2 fois, on préconise 2 fois par an. Donc chaque 6 mois, ou au minimum 1 fois par an, même si on n'a rien, on ne sent rien, faire une petite visite chez son chirurgien dentiste. D'une part, d'abord vérifier si tout va bien, ensuite s'habituer à aller voir son dentiste et un cabinet dentaire pour que l'appréhension disparaissent, car on a souvent peur des dentistes, mais si on y va régulièrement et pour des bricoles, pour juste des contrôles, on a moins peur, on y va beaucoup plus sereinement. Donc les visites chez le dentiste, qu'est-ce qu'il fait le dentiste? Il va regarder tout simplement. Si tout va bien, il va vous dire tout va bien. S'il y a un peu de tartre, ben, il va vous proposer un nettoyage, un détartrage et vous donner éventuellement des conseils. S'il voit, il aperçoit ou il découvre des petites caries de stade 1 ou 2, il peut les soigner rapidement et vous êtes tranquille. Ou de vous donner des conseils d'hygiène ou des conseils de comportement, etc. au point de vue buccal. Donc, les visites chez les dentistes, c'est très, très important, même si on n'a rien. Donc, il vaut mieux être prévo-conscient que curativo-conscient. Parfait. Ensuite, comme je vous ai dit au début, on peut agir donc sur certaines choses nous-mêmes, comme l'alimentation. L'alimentation, il faut éviter les choses agressives et avoir une alimentation variée. Variée et pas toujours la même. On a besoin, notre corps a besoin d'un peu de tout, et donc nos dents aussi se régalent de manger un peu de tout. Donc il ne faut pas rester comme certains disent steak frites ou abuser de certains agrumes ou certains comportements comme le soda. Le soda, j'ai vu des jeunes, surtout chez les adolescents, surtout quand ils boivent le soda directement de la bouteille, leur incisive carrément effacée. L'émail disparaît à cause de l'acidité du soda. Je nomme pas les marques, mais tout ce qui est boisson sucrée et gazeuse en particulier, c'est très nocif parce que c'est très acide. Et cette notion d'acidité, je vais revenir dessus pour vous montrer à quel point l'acidité est dangereuse dans le temps pour les dents. Donc, une alimentation équilibrée et respecter les moments de repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner, goûter éventuellement et le dîner. Voilà les repas principaux de l'être humain. Voilà. Et ensuite vient à ce que l'alimentation soit quand même assez riche en fluor. Le fluor, il renforce l'émail des dents, et surtout chez les jeunes, par apport alimentaire. Et donc le fluor, on peut le trouver dans les poissons, dans les épinards, dans les sels, dans certaines eaux minérales. Certaines eaux minérales, ils sont déjà, disons, assez riches, juste ce qu'il faut, donc de fluor bénéfique pour l'organisme et en particulier pour les dents et surtout pour l'émail. Donc ça renforce le fluor. Et on peut, à part l'alimentation, apporter du fluor autrement, c'est-à-dire le fluor ectopique, par apport extérieur, le brossage ou même certains cas carrément du fluor sous forme de gel pour les traitements de certains cas. Donc voilà grosso modo ce qu'il faut faire pour éviter les malheurs des dents et des gencives. Bien, et il m'a apparu aussi important de parler des scellements des sillons. Qu'est-ce que ça veut dire si vous entendez parler des scellements des sillons? C'est-à-dire mettre un composite plus ou moins fluide dans
les sillons des molaires. Les sillons de nos dents, les molaires et les prémolaires, les sillons sont plus ou moins profonds selon les personnes et c'est là où débute souvent la carie. Donc, en rendant ces sillons étanches par l'extérieur, on diminue beaucoup le risque de carie. Et il faut le faire dès le jeune âge. Donc, dès que les molaires sont en place, il faut demander à votre chirurgien dentiste de le faire. Ça s'appelle le scellement des sillons et pour éviter les caries, comme le montre ici. En plus, le traitement est très simple et indolore. Voilà, des sillons de cette molaire comme ça ici. On traite un peu l'émail, on nettoie un peu, on traite un peu l'émail avec un gel de mordant-sage ou etching et on met le composite et voilà, et on polymérise, on photopolymérise ça et le tour est joué. Et la dent est vraiment protégée, beaucoup plus protégée contre la carie que si on n'a pas mis le scellement des sillons. Parfait. Bien, tout ça c'est joli, mais je reviens à une notion que je vous ai juste un peu énoncée et je n'ai pas détaillé, mais ça vaut le coup disons, de passer une petite minute là-dessus. C'est la notion de grignotage et de l'acidité. Quand on mesure l'acidité de la bouche, qu'est-ce que c'est l'acidité d'abord? L'acidité, c'est connu comme le citron, c'est acide, les sodas sont acides. Disons, le citron est acide naturellement. Et certains aliments sont acides. Et comme je vous ai dit que les microbes, à partir des glucides, fabriquent de l'acide, la notion d'acidité, donc de la cavité buccale, est importante. Quand est-ce le milieu buccal est plus acide que d'habitude? Le milieu buccal est un peu acide, mais pas trop en temps normal. La notion du pH, le pH, c'est l'unité de mesure de l'acidité. Le pH neutre, c'est pH égale 7. La valeur 7 du pH est neutre, c'est-à-dire ni acide ni basique, neutre. Là, il fait de mal à personne. Plus bas, c'est-à-dire plus le pH est bas, plus c'est acide. La solution, n'importe quelle solution, elle devient très acide quand le pH est bas. C'est-à-dire un pH 3 ou 4, c'est un pH très acide par rapport au pH neutre qui est 7. L'eau normale qu'on boit n'est ni acide ni basique, elle est au pH 7. Au-dessus de 7, on parle de basique, c'est le contraire d'acide, comme la soude. Elle est basique. Mais ils sont autant l'extrême de l'un que l'autre. Trop d'acidité, ça nuit, et trop de basicité, c'est-à-dire quand le pH est trop élevé, et il est aussi corrosif. Donc, le jeu, c'est de maintenir ce pH le plus près possible du pH neutre, pour que le milieu buccal soit au repos, qu'il n'y a pas d'attaque, que l'émail n'est pas en danger. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe lors du grignotage? Lors du grignotage, on a remarqué quand on mange, juste après manger, notre salive, notre milieu buccal est très acide. Et cette acidité s'estompe avec le temps. C'est-à-dire l'afflux de la salive qu'on avale, etc., petit à petit, ce qu'on appelle le système tampon, c'est-à-dire elle vient couvrir cette acidité pour la remonter petit à petit vers le pH neutre, ou le plus près possible du pH neutre qui est 7. Alors, quand on mange, le pH est très acide, immédiatement. Après, ça s'estompe, ça devient à peu près normal, et jusqu'au prochain repas, si on respecte les heures de repas. Si on ne respecte pas les heures de repas, qu'on grignote à chaque fois, eh bien, à chaque instant qu'on mange, l'acidité est maintenue. Et donc, on maintient l'acidité buccale. Et donc, danger pour l'émail en permanence. D'où le respect des heures de nourriture, de manger, et ne pas grignoter tout le long de la journée. D'ailleurs, on n'est pas des rongeurs, on a un estomac qui nous sert
le réservoir, on le remplit et on peut attendre jusqu'à 3-4 heures tranquillement, même plus. Donc cette notion de pH, d'acidité par rapport à l'émail de nos dents, c'est très important. Et il faut la maintenir, et il faut la savoir. Bien, bon, on a vu comment, donc, quelles sont les conséquences du grignotage, etc., le respect. Donc on peut agir sur le respect des repas pour éviter justement que les dents soient mises en danger et exposées aux caries. Et en troisième lieu, pour éviter ça, après le dentiste, l'alimentation, etc., vient enfin le brossage. Le brossage, on peut agir, donc c'est cette fameuse plaque bactérienne, ou plaque dentaire, par le brossage. Et le brossage, pas n'importe comment, pas n'importe quand, et en fonction de l'âge. En fonction de l'âge de la personne, on n'a pas le même besoin, les mêmes outils pour se brosser les dents. Le brossage, quand est-ce qu'il faut se brosser les dents? Les uns disent 3 minutes, 3 fois par jour, 4 fois. Non, mais il faut être raisonnable et réfléchir. Le brossage, on brosse. Pourquoi d'abord brosser les dents? Pour se débarrasser de la plaque bactérienne. Et la plaque bactérienne, quand est-ce qu'elle se forme? Elle se forme après un repas. Donc, pour le brossage, c'est après un repas. Chaque fois qu'on mange, logiquement, il faut aller se brosser les dents. D'une part, pour se débarrasser de la plaque bactérienne, et d'autre part, pour remonter cette fameuse acidité qui est due au repas, remonter le pH de la cavité buccale. Donc le brossage, c'est pas 3 fois, c'est pas mal. Il faut se brosser les dents après chaque repas, ou du moins après chaque repas principal, matin, midi et soir. Et surtout le brossage du soir, il est hyper important. Il est hyper important parce que ça se comprend. Ça se comprend. Si on laisse les dents telles qu'elles sont après le repas du soir et on se couche comme ça, la nuit, on dort bien sûr, heureusement, et toute la nuit, on va pas ni avaler sa salive, ni faire des mouvements de la bouche, à part dans les rêves. Donc, c'est un état statique de la cavité buccale. Et s'il y a des restes alimentaires, ces restes alimentaires sont envahis par les micro-organismes qui vont travailler toute la nuit, ils vont faire la fiesta toute la nuit pour fabriquer des acides et l'acidité va attaquer l'émail. Donc toute la nuit, les dents sont en danger si on ne se brosse pas les dents la nuit. Alors que dans la journée, bien sûr, on se débarrasse de la plaque dentaire, c'est plus agréable et ça met les dents hors danger, mais c'est une courte durée. Alors que la nuit, c'est beaucoup plus long. Ok? Très bien. Alors, voilà quand il faut se brosser. Alors, combien de temps faut-il se brosser les dents? Les uns disent 3 minutes, d'autres 1 minute. Non. Il faut se brosser les dents tranquillement et vérifier s'il reste des aliments collés sur les dents. S'il reste la plaque bactérienne, eh bien, il faut continuer. Si on arrive à se débarrasser au bout d'1 minute, ça serait très bien. Mais en général, les statistiques montrent que ces 3 minutes sont suffisantes et nécessaires pour un bon brossage. Alors, comment se brosser et avec quoi? C'est une bonne question. Il y a des fois, et vous allez me dire, il y a des fois on est au travail ou autre, ou en dehors de la maison, on n'a pas avec quoi se brosser les dents et comment faire? Eh bien, il y a toujours des petits gestes qui amoindrissent le risque d'acidité de la bouche en faisant des petits gestes. Par exemple, après un repas, on peut boire un verre d'eau qui va éliminer le maximum, juste le plus gros. Et ensuite, en plus, cet apport d'eau va faire effet tampon par rapport à l'acidité que je viens de vous dire après les repas.
Ou après, on peut, si on n'a pas la brosse à dents à proximité ni où se brosser les dents, on peut aussi mâcher quelques minutes du chewing-gum sans sucre, si on n'a pas la brosse à dents à proximité. Mais pas chewing-gummer tout le temps, hein. Quelques minutes juste pour débarrasser le plus gros du reste alimentaire et pour faire aussi l'effet tampon de cette fameuse acidité de la bouche. C'est pas un chewing-gum sucré, c'est une catastrophe. Et j'attire l'attention sur tous les ados que le chewing-gum, une fois mâché, c'est pas ni à jeter par terre, ni à coller sur le siège du voisin, ni voilà, il faut le mettre dans un mouchoir ou le plus proche poubelle et le mettre dedans, car ça contient quand même pas mal de microbes et c'est pas très civique si on le jette quelque part. Donc, on fait attention à cette petite remarque. Le brossage, avec quoi on va se brosser les dents? Avec des brosses à dents, bien sûr, vous allez me dire. Mais la brosse à dents, il faut que ce soit de préférence une brosse à dents avec des nylons. Donc, un matériau qui est... Là, je vous montre un petit peu l'exemple. Ce n'est pas ma brosse à dents, mais il est énorme. Ce n'est pas pour rien, pour ça la démonstration. Voilà, des poils en nylon. Et qui sont très bien. Avant, il y avait toutes sortes de brosses. Maintenant, ils sont assez répandus, des brosses à dents en nylon. Il ne faut pas prendre une brosse à dents de grande taille, comme ils font la plupart des gens. Il faut choisir la brosse à dents, la tête de la brosse à dents la plus petite. Pas là, le manche c'est adapté à chacun, mais la plus petite pour pouvoir y aller dans tous les recoins de la bouche et mieux manipuler la brosse à dents. Une brosse à dents, ça dure combien de temps? Ça dépend des personnes, ça dépend de l'usage. Et surtout, éviter, comme si en nylon, éviter de passer la brosse à dents sous de l'eau chaude, car ça la déforme. Toujours à peine tiède ou froide, c'est mieux. Et la bonne utilisation de la brosse à dents aussi. Il y a la brosse à dents manuelle et il y a la brosse à dents aussi électrique. Alors, quelle est la différence? Personnellement, je préfère manuellement, quand j'ai le temps bien sûr, et qu'on fait le bon geste. Car on se brosse. C'est pas n'importe qui sait brosser les dents comme il faut. C'est un acte qu'il faut acquérir et apprendre. La brosse à dents manuelle, elle est préférable. L'électrique, elle est très bien aussi. Même, disons que l'électrique, surtout rotatif, elle va très bien parce qu'elle fait le bon geste au moins et rapidement. Car la personne qui ne sait pas faire le geste manuellement, au moins la brosse à dents le fait et assez rapidement. Personnellement, quand j'ai le temps, je me brosse manuellement, je préfère. Et la brosse à dents électrique, j'en ai aussi une. Je l'utilise quand je suis pressé ou autre, alors c'est vite fait, juste pour... Voilà. Donc les deux brosses à dents sont valables selon, mais de loin, je préfère la brosse à dents manuelle. Quand est-ce qu'il faut changer sa brosse à dents? La brosse à dents, en général, ne dure pas plus de 2 mois, même dans les meilleurs des cas. Et une brosse à dents qui, vous voyez que les poils commencent à se retourner, c'est une brosse à dents qui a fini sa carrière. Il vaut mieux qu'elle aille à la poubelle et racheter une autre. Une brosse à dents, ce n'est pas éternel. Faites attention aussi que la brosse à dents soit personnelle. Ce n'est pas toute la famille qui passe avec la brosse à dents ou la brosse à dents de l'un passe à l'autre, etc. C'est un véhicule de microbes assez dangereux. Donc la brosse à dents, c'est personnel. Et il faut se la préserver, se brosser avec la brosse à dents comme il faut, bien la rincer, bien la nettoyer et la laisser. Alors, comment se brosser les dents? Ah, la grande question. Le brossage des dents, beaucoup, ils ont parlé on se brosse comme ci, on se brosse comme ça. Non. Il y a une méthode simple qu'il faut apprendre et avec le temps qu'elle devient routinière chez vous. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode brosse. Voilà. Alors la méthode brosse, B-R-O-S. La méthode brosse, c'est brosser le haut et le bas séparément. C'est-à-dire la mâchoire du bas et la mâchoire du haut, il faut les brosser séparément. Je vous montre sur une maxi mâchoire.
La méthode de brosse, c'est brosser le haut et le bas séparément. C'est-à-dire la mâchoire du bas et la mâchoire du haut, il faut les brosser séparément. Je vous montre sur une maxi mâchoire. Ce n'est pas ma bouche ni d'un de mes clients, hein. C'est une démonstration. Alors, quand on se brosse les dents, il faut brosser le haut ou le bas séparément. Il ne faut pas fermer comme ça la bouche et brosser. Non. On oublie toujours un recoin et le mouvement de la brosse à dents n'est pas correct. Donc, il faut absolument ouvrir un peu la bouche et commencer le brossage. Et comme il le montre aussi ce schéma, cette panoramique ici, brosse, B, donc brosser le haut et le bas séparément, R, rouleau, le mouvement rouleau. Le mouvement de la brosse à dents soit rotatif. Alors de préférence, ce mouvement-là, vous voyez, de la gencive vers la dent. Ou si vous ne pouvez pas faire ça, on peut aussi faire ça. Toujours un mouvement rotatif. Mais de loin, celui-là est le plus approprié. O, oblique. Oblique, la brosse à dents, quand on commence vers la gencive et on va vers la dent. Vous voyez, de la gencive vers la dent. En bas, c'est le contraire. Voilà, de la gencive vers la dent. Et si on ne sait pas faire ça ou c'est trop difficile, on peut faire la rotation comme ça, c'est aussi valable. Mais brosser le haut ou le bas séparément, on commence par le bas ou par le haut, peu importe, mais il faut faire le haut et le bas séparément. Et comme le montre aussi la diapo ici, S, suivre un trajet. Pourquoi suivre un trajet? Il ne faut pas brosser un petit coup ici, brosser un petit coup là, un peu là. On va oublier certainement un coin ou deux, c'est pas bon. Pour ne rien oublier, il faut suivre un trajet. Se dire, par exemple, je commence par ici. Alors, je commence par là. Alors, je brosse tout le long. Bien sûr, j'inverse le mouvement. Je fais la même chose à l'intérieur. Toujours pareil. Et je finis par les surfaces triturantes, les surfaces travaillantes. En tournant ou en faisant comme ça, peu importe. Voilà, j'ai fini avec le bas. Je me rince. Et je reprends un peu de dentifrice, bien sûr, sur la brosse à dents. Je reviens à la notion de dentifrice. Donc, le brossage, c'est brosse, brosser le haut et le bas séparément, R, le mouvement rotatif ou rouleau, O, oblique, comme de la gencive vers la dent, S, suivre un trajet pour ne rien oublier. Le haut, c'est pareil, il faut commencer par un coin, et aller faire tout l'extérieur, puis l'intérieur, et terminer par les surfaces triturantes. Voilà le bon brossage, la méthode simple qu'il faut apprendre. Ce n'est pas inné, il faut apprendre, donc c'est normal. Je reviens sur le dentifrice. Le dentifrice est pour les dents comme les savons pour les mains. À une nuance près, tous les dentifrices pratiquement actuellement sont fluorés. Donc il vaut mieux qu'ils soient fluorés car le fluor, rappelez-vous, ça renforce l'émail. Donc on prend la brosse à dents sèche, il ne faut pas la mouiller au début. Mettre une noisette de dentifrice dessus et commencer à se brosser. On fait le haut par exemple, on termine le haut, on se rince et on reprend un petit peu de dentifrice et on fait le bas et on se rince. Et si vous faites ça sérieusement et vous chronométrez votre geste, eh ben, ça prendra jusqu'à 3 minutes, tranquillement. Voilà, j'espère que je vous ai apporté tout ce qu'il faut pour avoir une hygiène bucco-dentaire correcte. La vidéo paraît un peu longue, mais vous verrez que c'est nécessaire. J'ai trouvé que c'est nécessaire de faire tous ces rappels. Et j'espère que tout le monde va en profiter. Partagez le maximum. Si vous ne pouvez pas la regarder entièrement, vous pouvez passer rapidement avec le curseur du lecteur YouTube. C'est facile, tout le monde sait le faire. Et laissez surtout, après ça, des commentaires, si vous voulez, des questions bien précises. À partir de ces commentaires, je peux vous répondre avec des petites vidéos plus courtes sur un sujet bien précis. Voilà, n'hésitez pas, c'est un partage où
disons, simplicité. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.